Je toussais violemment, mes poumons brûlaient, tandis qu'un épais nuage de poussière blanche de cloison sèche se déposait sur mes cheveux, mes cils et mon t-shirt trempé de sueur. Je venais de finir d'arracher le dernier panneau pourri du plafond, quand le lourd rail métallique de la porte du garage a claqué. J'ai essuyé la poussière de mes yeux juste à temps pour voir mon père, Orson, et ma mère, Lenora, franchir le seuil. Ma mère s'est immédiatement pincé le nez, son visage se tordant d'un dégoût pur et non filtré. Elle a regardé autour d'elle, observant les poutres en bois apparentes, le sol en béton fissuré et les piles de débris que j'avais passé tout le week-end à transporter. Puis elle m'a regardé avec un ricanement que je connaissais depuis toujours. « Bon sang, Kellen » a-t-elle raillé, sa voix résonnant sèchement dans l'espace vide. « Tu comptes emménager avec les rats? Tu penses vraiment que cette décharge vaut de l'argent ?» Mon père a laissé échapper un petit rire moqueur, donnant un coup de pied à un morceau de plinthe cassé avec sa chaussure en cuir coûteuse. « Tu perds ton temps, mon fils, a-t-il ajouté, en secouant la tête. Tu aurais dû tout recouvrir de béton. Personne de censé ne paierait un seul centime pour mettre les pieds dans cette décharge. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. J'ai serré le manche de ma masse si fort que mes phalanges sont devenues d'un blanc pur sous la couche de poussière de construction. J'ai 29 ans. Je travaille 60 heures par semaine, en tant que coordinateur logistique, pour une immense entreprise de fret maritime. Ma vie est un cycle constant et sans fin, fait de gestion de feuilles de calcul, de suivi de camions de marchandises en retard et de résolution des problèmes que d'autres laissent derrière eux. C'est un travail éreintant, proche du col bleu, qui exige de la patience, une éthique de travail implacable et beaucoup de sueur. Je ne suis pas un génie des startups. Je ne suis pas un riche investisseur en technologie. Je suis juste un gars qui travaille dur, pour chaque dollar qu'il gagne. Et chacun de ces dollars a servi à acheter cette propriété. C'était une maison délabrée et négligée, à la périphérie de la ville, que personne d'autre ne voulait. La maison principale était petite, mais elle se trouvait sur un terrain décent, et tout au fond, séparé par une parcelle de mauvaises herbes envahissantes, se dressait un immense garage indépendant de 400 pieds carrés. Quand j'ai acheté l'endroit, il y a 10 mois, mes parents n'étaient absolument pas impressionnés. Ils ont dit que c'était un terrible investissement. Ils m'ont dit que je me contentais d'une vie de pauvre. Mais j'ai vu quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. J'ai vu le potentiel. J'ai vu une unité d'habitation accessoire, un appartement intelligent, qui pourrait générer des revenus passifs et assurer mon avenir financier. Pendant 10 mois agonisants, j'ai renoncé à tous mes week-ends. Alors que mes collègues sortaient boire un verre le vendredi soir, je regardais des tutoriels en ligne sur la façon d'encadrer des murs. Pendant que ma famille prenait de somptueux dîners le dimanche, j'étais à quatre pattes, à gratter les taches d'huile du sol en béton, à remplacer la plomberie rouillée et à installer l'isolation, jusqu'à ce que mes doigts saignent. Debout au milieu de mon projet inachevé, écoutant les gens qui étaient censés me soutenir, se moquer de mon sang, de ma sueur et de mes larmes, une colère toxique familière a commencé à bouillonner au fond de mes entrailles. Ils ne voyaient pas la vision. Ils ne voyaient qu'une occasion de me rabaisser. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas essayé de leur expliquer mes plans ou mon budget. Je savais, par des décennies d'expériences douloureuses, que me défendre était totalement inutile. Alors, j'ai simplement forcé un sourire tendu et poli, posé ma masse, et attendu qu'ils partent. Alors qu'ils retournaient à leur SUV de luxe immaculé, se plaignant bruyamment de la saleté sur leurs vêtements, je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de mon garage délabré et j'ai pris une profonde inspiration, en frissonnant. Le manque de respect était suffocant, mais ce n'était pas nouveau. C'était exactement le même scénario qu'ils lisaient depuis que j'étais enfant. Ils riaient de mon tas de gravats aujourd'hui, mais ils n'avaient aucune idée que ces mêmes gravats étaient sur le point de devenir le nœud coulant qui se resserrait autour de leur propre cupidité. Quel fut exactement le point de rupture qui m'a poussé à faire taire mon cœur et à leur tourner le dos? Pour comprendre pourquoi le rire de mes parents, dans ce garage poussiéreux, m'a coupé si profondément, il faut comprendre le cauchemar de mon enfance. Dans ma famille, je n'ai jamais été un fils. J'étais une police d'assurance. J'étais le filet de sécurité invisible, le bouc émissaire, que l'on s'attendait à voir absorber silencieusement l'impact, chaque fois que l'enfant prodige trébuchait. Mon frère aîné, Desmond, a 33 ans et, selon mes parents, c'est un génie incompris. En grandissant, Desmond a tout eu, des tuteurs privés, des équipements sportifs coûteux et des éloges sans fin, pour avoir fait le strict minimum. Moi, en revanche, j'étais la bête de somme.
Mon travail en logistique m'a appris à regarder le monde en termes d'offres, de demande et de stock. Quand je repense à mon passé, je ne me souviens pas seulement des sentiments. Je me souviens des chiffres exacts. Je me souviens du coût exact de leur favoritisme. C'est un musée de la douleur, parfaitement catégorisé et classé dans ma mémoire. Commençons par la voiture. Quand j'ai eu 18 ans, j'avais désespérément besoin d'un moyen d'aller à mes cours au collège communautaire et à mon quart de nuit dans un entrepôt local. J'ai travaillé en double quart de travail pendant 6 mois, économisant chaque sou, jusqu'à ce que j'ai finalement mis de côté 2500 $. J'ai acheté une Honda Civic bleu foncé, toute cabossée. Elle avait une portière bosselée, et l'air conditionné fonctionnait à peine, mais elle était à moi. J'en étais incroyablement fier. Je l'ai ramenée chez moi, impatient de la montrer à ma famille. Ma mère y a jeté un coup d'œil depuis le porche, et a froncé le nez. Elle a dit que c'était un jouet sale et bon marché, qui donnait à l'aller l'air d'une décharge. Un mois plus tard, Desmond a obtenu son diplôme d'une université privée, que mes parents avaient entièrement financé. Il avait un entretien d'embauche important en centre-ville. Desmond conduisait une berline neuve de 25 000 $, que mes parents lui avaient offerte, mais elle était en atelier pour un nettoyage de routine. Mon père est entré dans ma chambre, a pris les clés de ma Honda sur mon bureau, et les a lancées à Desmond. Il n'a pas demandé. Il a exigé. Il m'a dit de prendre le bus pour mon travail à l'entreposage, car Desmond devait avoir l'air professionnel. J'ai attendu les transports en commun sous la pluie cet après-midi-là. Plus tard ce soir-là, Desmond m'a rendu ma voiture. Il avait éraflé un pilier en béton dans un parking souterrain. Tout le côté passager était rayé jusqu'au métal, et le rétroviseur pendait par un fil. Quand j'ai exigé qu'il paie les dommages, mon père est intervenu, le visage rouge de colère. Il a pointé un doigt vers ma poitrine et a dit « Nous sommes une famille, Kellen. Pourquoi comptes-tu quelques éraflures? Ton frère est sous beaucoup de stress. Sois un homme et laisse tomber. » Desmond ne m'a jamais payé un seul centime. Il n'a même pas présenté d'excuses. Mais la trahison ultime, celle qui a brisé à jamais le lien familial qui restait, s'est produite quand j'avais 25 ans. J'ai subi un grave accident de travail au parc de fret. Une lourde palette a glissé, écrasant ma jambe gauche. J'ai eu besoin d'une chirurgie d'urgence et de mois de physiothérapie. J'avais une assurance, mais il me manquait exactement 3 000 $ pour les franchises médicales à ma charge. J'étais terrifié. Je ne pouvais pas travailler, et les factures s'accumulaient. Je me suis assis à la table à manger de mes parents, ma jambe dans un lourd plâtre, et je les ai pratiquement suppliés de me faire un petit prêt. J'ai promis d'établir un plan de remboursement avec intérêt. Ma mère m'a regardé avec des yeux froids et morts. Elle a soupiré lourdement, comme si ma blessure était un inconvénient personnel pour elle. « Tu es un homme, Kellen » a-t-elle dit sèchement. « Tu dois apprendre à être financièrement indépendant. Nous sommes un peu à court d'argent en ce moment. Nous ne pouvons pas t'aider. » J'ai quitté leur maison en me sentant totalement abandonné. J'ai contracté un prêt personnel à intérêt élevé, mangé des nouilles instantanées pendant 1 an et je me suis extirpé de mes dettes. Mais le vrai coup de poignard, le couteau absolu dans le dos, c'est que 3 jours après que ma mère m'ait dit qu'ils étaient trop à court d'argent pour m'aider avec mes factures médicales, j'ai découvert qu'ils avaient secrètement contracté une 2e hypothèque sur leur maison. Ils avaient retiré 45 000 $ de leur capital immobilier, et l'avaient directement remis à Desmond, afin qu'il puisse financer une ridicule start-up de dropshipping de crypto-monnaies. Ils ont risqué leur propre maison pour financer son délire, mais m'ont laissé me noyer pour 3 000 $. C'est à ce moment-là que l'ancien Kellen est mort. J'ai réalisé que je faisais partie d'une chaîne d'approvisionnement brisée et défectueuse. J'ai cessé de leur demander de l'aide. J'ai cessé de partager mes rêves. J'ai construit un mur massif et invisible autour de moi, et j'ai appris à opérer entièrement dans l'ombre. Je savais que si je voulais un avenir, je devais le construire de mes propres mains, loin de leur emprise toxique. Mais que se passe-t-il, quand le bouc émissaire construit enfin quelque chose de beau, et que l'enfant prodige décide qu'il veut le prendre? La transformation du garage n'était rien de moins qu'un miracle. Après 10 mois brutaux passés à respirer la poussière, à soigner des côtes meurtries, et à passer des nuits tardives à regarder des tutoriels de plomberie, la vision a enfin pris vie. Ce n'était plus une cabane délabrée où les araignées allaient mourir. C'était une magnifique unité d'habitation accessoire, de style industriel moderne. J'avais voûté les plafonds,
pour exposer les riches poutres en bois sombre. J'avais posé un plancher en chêne haut de gamme et imperméable, qui brillait à la lumière du soleil filtrant à travers les lucarnes nouvellement installées. La cuisine était un chef-d'œuvre d'efficacité, avec des armoires noires mat élégantes, des appareils en acier inoxydable et un magnifique comptoir en quartz de minuit, qui m'avait coûté une petite fortune. Mais la vraie fierté et la joie de la rénovation était le système de sécurité. Compte tenu du quartier et de mon propre besoin paranoïaque de sécurité, j'ai installé un réseau de maisons intelligentes haut de gamme. La porte d'entrée était équipée d'une serrure biométrique à empreinte digitale très résistante, avec un clavier numérique de secours. Chaque fenêtre était dotée de capteurs de bris de verre, et une caméra Ring haute définition surveillait l'allée. J'avais construit une forteresse. C'était mon chef-d'œuvre, pour confirmer que je n'avais pas complètement perdu la tête et trop investi. J'ai fait appel à un professionnel. Tatoum était une courtière immobilière vive et sérieuse, qui m'avait aidé à conclure l'achat de la propriété à l'origine. Quand elle a remonté l'allée, par un mardi matin frais, portant son presse-papier et un télémètre laser, elle s'est arrêtée net sur le seuil. Elle a lentement retiré ses lunettes de soleil de créateur, ses yeux grands ouverts par un choc sincère. « Kellen » a-t-elle murmuré, marchant sur le parquet en chêne, comme si elle craignait de l'abîmer. « Tu pratiques la magie noire ici ? Que as-tu fait à cet endroit ?» J'ai juste souri, m'appuyant contre le comptoir en quartz. Je l'ai arrangé. Quel est le verdict, Tatoum ? Ai-je gaspillé mon argent ? Elle a passé les 30 minutes suivantes à inspecter agressivement chaque recoin, à vérifier la pression de l'eau, à tapoter les carreaux et à examiner les serrures intelligentes. Quand elle est finalement revenue dans le salon principal, elle avait un énorme sourire sur le visage. Gaspiller ton argent, Kellen ? Tu as décroché le gros lot. L'artisanat ici est impeccable. Sur le marché immobilier actuel, cette unité indépendante ajoute au moins 135 000 $ de capital immobilier pur à la valeur de ta propriété. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. 135 000 $. Le chiffre résonnait dans mon esprit. Mais ce n'est même pas le meilleur, a continué Tatoum, en tapotant son stylo sur son presse-papier. Si tu le mets sur le marché locatif aujourd'hui, en ciblant les jeunes professionnels de la technologie qui veulent une installation de maison intelligente et tranquille, je pourrais te trouver un locataire payant 1 600 $ par mois. Facile. D'ici demain après-midi, 1 600 $ par mois. C'était un revenu passif qui changerait ma vie. C'était le genre d'argent qui signifiait que je n'aurais plus jamais à me soucier d'une facture médicale. Cela signifiait la liberté. J'ai remercié Tatoum, signé un accord d'exclusivité pour qu'elle liste la propriété, et les regarder partir en voiture. J'étais tellement submergé par la fierté et l'adrénaline que j'ai commis une erreur rare et stupide. Pendant des années, j'avais tenu ma famille à un régime d'information strict. Mais, dans ce moment de pur triomphe, j'ai voulu documenter ma victoire. J'ai pris une seule photo, parfaitement éclairée, de la cuisine, montrant les comptoirs en quartz sombre et les poutres apparentes. Je l'ai postée sur ma page Facebook privée avec une simple légende, 10 mois de sueur. Enfin terminé. Je pensais que mes paramètres de confidentialité étaient sécurisés. Je pensais avoir caché ma publication à ma famille proche, mais j'avais complètement oublié tante Geneviève. C'était la sœur cadette de ma mère, le singe volant ultime de notre famille, une femme qui traitait les commérages Facebook comme un sport de compétition. Je n'ai réalisé mon erreur que bien trop tard. Le piège était tendu, et je leur avais, par inadvertance, donné la carte de mon trésor. Combien de temps faudrait-il aux vautours pour encercler mon nouveau succès ? Il a fallu exactement 4 jours pour que les vautours atterrissent. C'était un dimanche après-midi, le genre de journée calme et paresseuse, où le seul son était le bourdonnement lointain des tondeuses à gazon. J'étais assis sur le porche de ma maison principale, buvant du café noir et faisant défiler mon téléphone, quand un énorme SUV de luxe est entré dans mon allée sans avertissement. Le crissement des pneus sur le gravier a envoyé une poussée immédiate d'adrénaline directement dans mes veines. Les portes se sont ouvertes, et mes parents sont sortis. Ils n'avaient pas appelé. Ils n'avaient pas envoyé de message. Ils sont juste arrivés, dégageant un sentiment d'autorité étrange et immérité. Mon père a claqué la portière de la voiture, ajustant sa chemise polo sur mesure, pendant que ma mère marchait droit devant moi sur le porche, ses yeux rivés sur le garage indépendant à l'arrière. « Eh bien, ne reste pas assis là, Kellen » a aboyé mon père, gesticulant impatiemment. « Ouvre. »
nous voulons voir l'intérieur. J'ai lentement posé ma tasse de café, ma mâchoire serrée. Comment savez-vous pour l'intérieur, ai-je demandé, en gardant ma voix dangereusement neutre. Tante Geneviève nous a montré la photo que tu as postée, a ajouté ma mère, déjà en train de regarder à travers la fenêtre nouvellement installée du garage. Je dois dire, qu'Hélène, je suis choqué. Tu as réellement réussi à donner à cet endroit un aspect décent. Ouvre la porte. Contre mon meilleur jugement, j'ai tapé mon empreinte digitale dans le scanner biométrique et j'ai poussé la lourde porte. Je voulais voir exactement quelle était leur stratégie. Ils sont entrés, et la transformation de leur comportement était profondément écœurante. Les mêmes personnes qui s'étaient tenues à cet endroit précis, il y a 10 mois, se pinçant le nez et le qualifiant de décharge infestée de rats, regardaient maintenant autour d'elle avec des yeux affamés et calculateurs. Ma mère a passé sa main avec amour sur le comptoir en quartz noir. Waouh, a-t-elle soufflé, son ton dégoulinant d'une douceur artificielle soudaine. C'est en fait très douillet. Les sols sont magnifiques. C'est parfait. Absolument parfait. Parfait pourquoi, ai-je demandé, en croisant les bras sur ma poitrine. Mon père s'est tourné vers moi, adoptant la posture sévère et autoritaire qu'il utilisait toujours lorsqu'il était sur le point de donner un ordre. Desmond a traversé une période un peu difficile, a-t-il dit, en se raclant la gorge. Son entreprise de crypto-monnaie a connu une chute inattendue. Le marché est juste trop volatile en ce moment. Son propriétaire a été totalement déraisonnable, et Desmond a dû quitter son appartement de luxe en centre-ville ce matin. Je l'ai regardé, mon esprit reliant les points avec une vitesse horrifiante. Desmond n'avait pas quitté les lieux. Il avait été expulsé pour non-paiement de loyer, et maintenant il était sans abri. Alors, a continué mon père, en joignant les mains comme si l'affaire était déjà réglée. Tu vas nous donner le code d'accès principal de cette serrure intelligente. Desmond va emménager ses affaires ce soir. C'est petit, mais ça fera l'affaire pour 1 an ou 2, jusqu'à ce qu'il relance sa start-up. Tu as fait tout le travail toi-même, donc tu n'as pas de vraie dette dessus. C'est une situation gagnant-gagnant pour la famille. J'ai senti le sang quitter mon visage, rapidement remplacé par une vague de fureur pure, chaude et aveuglante. Il n'a pas demandé à le louer. Il n'a pas demandé de faveur. Il m'a ordonné de céder mon actif de 135 000 $ à l'enfant prodige, entièrement gratuitement, comme si c'était son droit divin. Non, ai-je dit. Le mot a plané dans l'air, tranchant et absolu. Ma mère a tourné la tête vers moi, ses yeux se réduisant en fente terrifiée. Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, non, ai-je répété, ma voix montant. C'est une propriété d'investissement. Je viens de signer un accord avec un courtier. J'ai un locataire en attente, qui paie 1600 $ par mois. Desmond n'emménage pas ici. Il ne met pas un pied dans cette unité. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis l'explosion a eu lieu. Mon père a envahi mon espace personnel, son visage devenant d'un violet de colère. Tu es fou, a-t-il rugi, sa salive volant. Ton frère est dans la rue, et tu te soucies de faire du profit? Espèce de petit voyou avide et égoïste. La famille passe avant tout. Tu vas annuler ce courtier, et tu vas aider les tiens. Je ne suis pas une œuvre de charité, ai-je riposté, reniflant, refusant de céder. Quand j'avais besoin de 3000 $ pour une jambe écrasée, vous m'avez dit d'être indépendant. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'argent, alors que vous avez secrètement hypothéqué votre maison pour Desmond. Maintenant, il est fauché, et vous voulez voler mon travail acharné pour le renflouer encore une fois? Absolument pas, sortez de ma maison. Ma mère a commencé à pleurer. Des sanglots bruyants, dramatiques et théâtraux. Tu es un monstre, Hélène. Tu as une pierre là où ton cœur devrait être. Tu es mort pour nous. Ils sont partis en trombe, claquant la porte si fort que la vitre a vibré. Je me suis tenu seul dans l'appartement calme et intelligent, ma poitrine se soulevant, mes mains tremblant d'adrénaline. Je pensais avoir gagné la bataille. Je pensais qu'établir une limite ferme en serait la fin. Mais j'avais gravement sous-estimé l'étendue de leurs sentiments de droit. Ils n'avaient aucune intention d'accepter mon refus. Quelles horribles extrémités atteindraient-ils pour assurer un nouveau logement à Desmond? 3 jours se sont écoulés, dans un silence tendu et suffocant. Je me suis plongé dans mon travail au centre logistique, essayant de noyer l'anxiété persistante de la confrontation de dimanche.
C'était mercredi après-midi, vers 14 heures. Le parc de fret était un chaos absolu. J'étais debout sur le quai de chargement avec un presse-papier, criant par-dessus le rugissement des moteurs diesel, essayant de diriger 3 camions de marchandises en retard, avant qu'une tempête ne frappe. Soudain, mon téléphone a vibré agressivement dans ma poche. Je l'ai ignoré, supposant que c'était un chauffeur d'expédition. 10 secondes plus tard, il a vibré de nouveau. Puis de nouveau, une vibration continue et implacable, qui signalait un contournement d'urgence. J'ai sorti le téléphone, essuyant la graisse de l'écran. C'était une notification urgente de mon application de sécurité domestique intelligente, mouvement détecté. Porte d'entrée du garage. J'ai froncé les sourcils. Tatum, ma courtière, n'était pas censée montrer la propriété avant le week-end, et elle m'envoyait toujours un message avant d'arriver. J'ai tapé sur la notification, et le flux vidéo en direct haute définition de la caméra Ring s'est chargé sur mon écran. J'ai fixé le petit lecteur vidéo, et tout l'air a été violemment expulsé de mes poumons. Là, en couleur cristalline, se trouvait mon frère Desmond, âgé de 33 ans. Il portait un sweat à capuche de marque et des baskets coûteuses, luttant pour équilibrer 3 grandes boîtes de déménagement en carton dans ses bras. Mais il n'était pas seul. Derrière lui se tenait mon père, Orson, et dans sa main droite, mon père tenait un lourd pied de biche en acier à manches rouges. Ma mère, Lenora, se tenait directement devant le clavier numérique de ma serrure intelligente. J'ai regardé avec une horreur absolue, alors qu'elle pressait agressivement ses doigts contre les chiffres lumineux, essayant de deviner mon code d'accès. Elle a tapé l'anniversaire de Desmond. Lumière rouge clignotante. Accès refusé. Elle a tapé leur anniversaire de mariage. Lumière rouge. Accès refusé. Allez, Lenora. Dépêche-toi, la voix de mon père crépitait à travers le flux audio bidirectionnel de la caméra. Nous n'avons pas toute la journée. Les voisins vont commencer à regarder. Je ne connais pas le stupide code, a sifflé ma mère en retour, frappant le clavier de frustration. Il a dû le changer. Orson, utilise juste l'outil. Nous devons rentrer ses affaires avant que Kellen ne finisse son quart à l'entrepôt. Une fois que les meubles de Desmond seront à l'intérieur, Kellen n'aura pas le courage de jeter son propre frère à la rue. Mon père a hoché la tête, s'avançant. Il a glissé le bord plat du pied de biche dans la fente du cadre de la fenêtre latérale. Il allait réellement forcer la fenêtre. Il allait s'introduire par effraction dans ma propriété, détruire le cadre que j'avais minutieusement construit, et orchestrer une prise de contrôle hostile de ma maison, en plein jour. Un calme froid et terrifiant m'a envahi. Le genre de calme qui ne vient que lorsque chaque dernier lambeau d'amour, de respect et de devoir familial est instantanément incinéré. Ils n'étaient pas mes parents à ce moment-là. C'étaient des intrus. C'étaient des voleurs qui tentaient de me voler ma sécurité financière, parce qu'ils étaient trop lâches pour tenir leur enfant prodige responsable de ses échecs. Et, Jimmy, ai-je crié, jetant mon presse-papier à mon assistant manager, sans quitter l'écran des yeux. Prends le relais sur le quai de chargement. J'ai une énorme urgence à la maison. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai sprinté vers mon camion, mes bottes à embout d'acier claquant sur le trottoir. J'ai enclenché la vitesse et j'ai quitté le parking en trombe, mes pneus crissant de protestation. Le trajet du parc de fret à ma maison prend habituellement 35 minutes, avec un trafic décent. J'ai réussi à le faire en 22 minutes. Mes phalanges étaient blanches, alors que je serrais le volant, mon esprit parcourant 100 scénarios différents. L'audace de leur plan était stupéfiante. Ils croyaient sincèrement que j'étais si faible, si brisé par une vie entière de leur manipulation, que s'ils forçaient simplement physiquement l'entrée de mon espace, je finirais par céder. Ils pensaient que je soupirerais simplement, accepterais l'invasion, et laisserais Desmond vivre gratuitement dans un actif de 135 000 $, pendant que je continuerais à me tuer au travail, 60 heures par semaine. Ils pensaient que j'étais encore ce gamin de 18 ans, qui resterait simplement sous la pluie, à regarder sa voiture se faire voler sans se battre. Ils pensaient que j'étais encore ce gars de 25 ans, avec une jambe cassée, pleurant silencieusement dans sa chambre, parce que ses parents refusaient de l'aider. Ils avaient complètement tort. L'homme qui conduisait ce camion était un homme qui avait bâti un empire à partir de gravats. J'en avais fini d'être le bouc émissaire. Cette fois-ci, j'avais un comité d'accueil préparé pour eux. À quel point la confrontation serait-elle brutale, quand l'enfant prodige ferait enfin face aux conséquences de ses actes?
J'ai claqué les freins, mon lourd camion dérapant violemment sur l'allée en gravier, soulevant un énorme nuage de poussière. Le crissement des pneus a brisé le calme de l'après-midi en banlieue. J'ai ouvert la porte en grand, et je suis sorti. Les voici. Desmond avait laissé tomber ses cartons de déménagement sur l'herbe. Mon père était figé, le pied de biche en acier rouge toujours profondément coincé dans le cadre de ma toute nouvelle fenêtre, le bois commençant déjà à se fendre. Ma mère a halté, reculant d'un pas coupable du clavier lumineux. Il ressemblait à des cerfs pris dans les phares. Pendant une fraction de seconde, une panique authentique a traversé leur visage. Mais ensuite, presque miraculeusement, le sentiment d'un droit arrogant a repris le dessus. Desmond a roulé des épaules, un sourire suffisant et provocateur se répandant sur son visage. « Oh, salut petit frère », a dit Desmond d'un ton désinvolte, en poussant un carton vers la porte. « Ta serrure intelligente est bloquée ou quelque chose. Sois un bon gars et ouvre-la pour moi, d'accord ? Maman a dit que c'était bon si je commençais à déménager mes affaires aujourd'hui. Je suis épuisé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné de coup de poing. Je ne me suis même pas adressé à lui. Le coordinateur logistique en moi a pris le dessus. Évaluer la menace, neutraliser la variable, exécuter le protocole. J'ai fait 2 pas en arrière, sortant mon téléphone portable de ma poche. J'ai composé 3 chiffres et appuyé sur le bouton haut-parleur, le tenant pour que la tonalité résonne dans l'allée. 911, quelle est votre urgence ? La voix de la opératrice a retenti, nette et professionnelle. Oui, ai-je dit, ma voix étrangement calme, mes yeux fixés sur le visage pâle de mon père. Je dois signaler une effraction en cours sur ma propriété. Il y a 3 intrus. L'un d'eux est armé d'un pied de biche en acier et tente actuellement de forcer ma fenêtre. J'ai besoin d'officiers dépêchés immédiatement. Le sourire a disparu du visage de Desmond si vite que c'en était presque comique. Mon père a laissé tomber le pied de biche. Il a heurté le chemin en béton avec un fort claquement métallique. « Tu es fou » a crié mon père, sa voix se brisant de panique alors qu'il se précipitait en avant, agitant frénétiquement les mains. « Kellen, raccroche ce téléphone tout de suite. » J'ai donné à l'opératrice mon adresse exacte, confirmé que j'étais en sécurité, et mis fin à l'appel. Le silence qui est tombé sur l'allée était lourd et suffocant. Ma mère m'a regardé comme si je venais de me transformer en un monstre terrifiant. « Tu as appelé les flics sur ta propre famille » a-t-elle hurlé, sa voix atteignant une hauteur hystérique. « Tu fais arrêter ton propre frère pour une stupide pièce. Espèce de garçon malade et psychopathe. Comment as-tu pu nous faire ça ? Vous vous êtes fait ça à vous-même, ai-je répondu froidement, en croisant les bras. Vous n'êtes pas de la famille. Vous êtes des intrus. Vous avez environ 5 minutes avant l'arrivée des voitures de police. Je vous suggère de commencer à remballer vos affaires dans votre voiture. Ils n'ont pas bougé assez vite. Moins de 10 minutes plus tard, le hurlement des sirènes a percé l'air, et 2 voitures de police noires et blanches ont viré dans mon allée, les lumières clignotant brillamment sous le soleil de l'après-midi. 4 agents sont sortis, leurs mains posées avec précaution sur leur ceinture de service. « Qui a appelé » a demandé l'officier principal. « C'est moi, officier » ai-je dit, en m'avançant. Ces 3 individus tentent de s'introduire par effraction dans mon unité indépendante. C'est le pied de biche qu'ils ont utilisé pour endommager le cadre de la fenêtre. Ma mère a immédiatement éclaté en sanglots théâtraux, se précipitant vers l'officier, les mains jointes en prière. « Officier, s'il vous plaît. » « C'est un énorme malentendu » a-t-elle sangloté, jouant parfaitement le rôle de la vieille femme frêle et victimisée. « C'est notre fils. C'est juste un différend familial. Nous essayons juste d'aider notre fils aîné à emménager dans la maison d'amis. Il fait une dépression nerveuse. » L'officier a levé une main, interrompant sa routine. « Monsieur » m'a-t-il demandé. « Est-ce vrai ? Est-ce un différend familial concernant une propriété partagée ? » J'ai sorti mon téléphone et affiché la copie numérique de mon titre de propriété. « Non, monsieur. C'est ma propriété. Je suis le seul propriétaire. Ils ne vivent pas ici. Ils ne paient pas les factures ici, et ils n'ont pas la permission d'être ici. Je veux qu'ils soient immédiatement expulsés pour intrusion criminelle. » L'officier a regardé le titre de propriété, puis le bois éclaté autour de la fenêtre. Son comportement s'est immédiatement durci. Il s'est tourné vers mon père et Desmond.
Ramassez vos cartons, a ordonné l'officier, son ton ne laissant absolument aucune place au débat. Vous quittez cette propriété tout de suite. Si je dois revenir ici, ou si ce propriétaire vous signale de nouveau sur les lieux, vous partirez tous menotter. Me comprenez-vous? L'humiliation était absolue. Les voisins avaient commencé à sortir sur leur porche, regardant le spectacle. Mon père, un homme obsédé par son image publique impeccable, tremblait de mortification, alors que lui et Desmond chargeaient silencieusement les cartons dans leur SUV, sous la stricte supervision d'agents de police armés. Alors qu'ils s'éloignaient, escortés par une voiture de police, je me suis tenu dans mon allée et j'ai regardé leurs feux arrière disparaître. J'avais gagné la bataille. J'avais défendu ma forteresse. Mais, en regardant les dégâts sur le cadre de ma fenêtre, je savais que la guerre était loin d'être terminée. Les familles toxiques n'acceptent pas seulement la défaite, elles mutent. Si tu as déjà dû établir une limite douloureuse, pour te protéger d'un membre de ta famille toxique, tu sais exactement à quel point ce moment est lourd. Si cette histoire résonne en toi, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi. Laisse un commentaire ci-dessous avec ta ville, ton état ou ton pays. J'aimerais savoir d'où tu regardes. Chaque interaction aide plus de gens à découvrir des histoires comme celle-ci. Les conséquences immédiates de l'escorte de ma famille hors de ma propriété par des agents de police armés n'ont pas été la paix. C'était le calme avant une tempête bien plus sale, bien plus vicieuse. Je savais que mes parents n'allaient pas simplement rentrer chez eux, réfléchir à leur comportement atroce, et s'excuser. Les personnes toxiques ne ressentent pas de remords lorsqu'elles sont prises. Elles ressentent seulement de la colère parce que leur manipulation a échoué. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à vibrer constamment, éclairant mon salon sombre avec un flux incessant de notifications. Les singes volants avaient été officiellement déployés. Ma tante Geneviève, la sœur cadette de ma mère et la championne incontestée des commérages familiaux, a tiré le premier coup. Elle m'a envoyé un énorme pavé de texte, qui dégoulinait littéralement d'indignation vertueuse. « Je ne peux pas croire les choses horribles que ta mère vient de me dire », disait le message. « Tu as réellement appelé la police et fait menacer ton propre sang de se faire arrêter pour un abri de rangement glorifié. Tu es un animal froid et sans cœur, Kellen. Ta mère est en hyperventilation dans son salon. Et Desmond fait une grave crise de panique. Tu dois abandonner cette attitude égoïste. Excuse-toi immédiatement et donne les clés à ton frère. » J'ai fixé l'écran lumineux, sentant un rire amer monter dans ma gorge. Je n'ai pas répondu. Il était absolument inutile d'essayer d'expliquer la vérité à quelqu'un qui était profondément investi dans la réalité fabriquée par ma mère. Au cours des 48 heures suivantes, j'ai reçu des messages similaires de cousins, d'un oncle à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans, et même d'un ami de la famille. Tous me dépeignaient comme un monstre riche et avide, qui thésaurisait les ressources, pendant que mon pauvre frère incompris souffrait. J'ai simplement coupé le son de mon téléphone, bloqué leurs numéros un par un, et me suis concentré sur la finalisation du contrat de location avec ma courtière, Tatum. Mais les ignorer ne suffisait pas à Desmond. Desmond avait passé toute sa vie à se voir offrir le monde sur un plateau d'argent, et mon refus de céder mon actif de 135 000 $ avait brisé son ego fragile. Il voulait se venger. S'il ne pouvait pas avoir mon appartement magnifiquement rénové, il allait s'assurer que je ne puisse pas l'avoir non plus. Cela s'est produit un mardi matin pluvieux, exactement une semaine après l'incident de la police. J'étais sur le point de partir pour mon quart au centre logistique, quand j'ai ouvert ma porte d'entrée, et j'ai trouvé un avis orange vif scotché sur le bois. Mon estomac est tombé dans mes chaussures. C'était un ordre officiel d'arrêt des travaux et d'inspection du service de construction et d'aménagement de la ville. J'ai arraché le papier de la porte et lu le jargon juridique dense, mes mains tremblant. Selon le document, un citoyen anonyme concerné avait déposé une plainte grave concernant ma propriété. La plainte alléguait que j'avais illégalement agrandi une structure indépendante sans permis, que j'avais installé un câblage électrique souterrain dangereux et non inspecté, et que l'ensemble du bâtiment représentait un risque d'incendie majeur menaçant le quartier. L'avis stipulait qu'un inspecteur municipal arriverait dans 2 jours. Si les allégations s'avéraient exactes, la ville ne me condamnerait pas seulement à des milliers de dollars d'amende, mais elle me forcerait également à démolir entièrement l'unité d'habitation accessoire, à mes propres frais. Je me sentais physiquement malade. J'avais obtenu les permis corrects. J'avais fait le travail dans les règles de l'art, mais la bureaucratie municipale est une machine terrifiante et imprévisible. Si un inspecteur décidait qu'il n'aimait pas la pente d'un toit ou le calibre d'un fil,
il pourrait maintenir ma propriété dans un vide juridique pendant des années. Ma belle unité de location, ma liberté financière, pouvait être réduite à un tas de bois de chauffage coûteux. Je savais exactement qui avait déposé la plainte. Desmond. On y reconnaissait sa mesquinerie caractéristique. Il avait soigneusement formulé un mensonge conçu pour me frapper là où cela faisait le plus mal. Il savait que j'avais investi 10 mois de ma vie et le moindre centime de mes économies dans ce garage. Son processus de pensée était incroyablement transparent et totalement malveillant. Il opérait selon une politique de la terre brûlée. Si l'enfant prodige n'était pas autorisé à bénéficier de mon travail acharné, il regarderait joyeusement un bulldozer tout rasé jusqu'à la terre. Pendant les 48 heures suivantes, j'ai à peine dormi. J'ai fait les 100 pas dans mon salon, compilant chaque reçu, chaque permis approuvé et chaque plan que j'avais dessiné. Je les ai organisés dans un épais classeur, me préparant pour le combat bureaucratique de ma vie. J'étais terrifié, mais sous la terreur, il y avait une résolution qui se renforçait. Desmond avait fait passer cela d'un différend familial à une attaque légale directe contre mes moyens de subsistance. Il essayait de me ruiner financièrement par pure méchanceté. J'ai décidé, à ce moment précis, que je n'allais plus jouer en défense. Si je survivais à cette inspection, j'allais fouiller la vie de Desmond, avec la même impitoyable qu'il avait montrée envers la mienne. Le jeudi matin est arrivé avec de lourds nuages gris. J'ai pris toute la journée de congé, assis à ma table de cuisine avec mon classeur de permis, attendant. À exactement 9 heures du matin, un camion utilitaire blanc de la ville s'est arrêté devant mon trottoir. Un homme grand, aux larges épaules, avec un presse-papier et un visage sévère et buriné, est sorti. Il portait un gilet haute visibilité, sur lequel était inscrit « Inspecteur en bâtiment de la ville ». Son badge nominatif indiquait « Huxley ». Je suis sorti à sa rencontre, mon cœur battant furieusement contre mes côtes. « Monsieur Huxley » ai-je dit, en tendant une main légèrement humide de sueur. « Je suis Kellen. Je suis le propriétaire. J'ai tous mes permis et schémas prêts pour votre examen. » Huxley m'a serré la main fermement, mais n'a pas souri. « Nous verrons les papiers plus tard, mon fils, » a-t-il dit, sa voix profonde et rauque. Pour l'instant, je dois voir la structure. La plainte déposée contre cette propriété est étendue, plomberie illégale, travaux électriques dangereux, instabilité structurelle. Allons faire un tour. Je l'ai conduit dans le jardin. Mon estomac se nouait douloureusement. J'ai déverrouillé la porte intelligente et les conduit à l'intérieur. Pendant l'heure suivante, j'ai suivi Huxley, alors qu'il démontait méthodiquement mon travail acharné avec ses yeux. Il a éclairé les panneaux utilitaires avec une lampe de poche puissante, vérifié la boîte de disjoncteurs, fait couler l'eau, mesuré la distance entre les poutres apparentes et inspecté les joints de cloison sèche. Il n'a pas dit un seul mot. Le silence était assourdissant, remplissant la pièce d'une tension insupportable. Chaque fois qu'il griffonnait quelque chose sur son presse-papier, j'imaginais mon compte bancaire se vider pour payer les équipes de démolition. Finalement, il est retourné au centre du salon, a refermé son stylo en cliquant, et a laissé échapper une longue, lourde expiration. Il a retiré son casque et essuyé son front. Je me suis préparé au pire. Huxley a regardé la pièce une dernière fois, puis, étonnamment, un petit sourire sincère a éclairé son visage sévère. « Mon fils, as-tu fait tout ce travail toi-même » a-t-il demandé. « Oui, monsieur » ai-je répondu, ma voix tendue. Chaque centimètre. Huxley a secoué la tête, baissant les yeux vers son presse-papier. Eh bien, celui qui a donné ce tuyau anonyme est un idiot absolu. J'inspecte les propriétés résidentielles dans cette ville depuis 20 ans. Cette unité d'habitation accessoire est construite mieux que 90% des maisons de ce comté. Ton installation électrique est parfaitement acheminée. Ta plomberie est impeccable, et tout est conforme au code du bâtiment actuel. Tu réussis haut la main. Je clôture cette enquête aujourd'hui. Une vague de soulagement si puissante qu'elle m'a fait fléchir les genoux a envahi tout mon corps. Merci, ai-je expiré, m'appuyant contre le comptoir en quartz pour me soutenir. Merci beaucoup. Je savais qui avait appelé. C'était mon frère éloigné. Il essaie juste de me causer des ennuis parce que je ne le laisserai pas vivre ici. Huxley a reniflé, tournant à la 2e page de son rapport. Eh bien, ton frère n'est pas exactement un génie du crime. Quand les gens appellent la ligne directe de la ville pour laisser des tuyaux anonymes,
ils oublient généralement que notre système d'identification de l'appelant enregistre automatiquement le nom enregistré lié au numéro de téléphone. La plainte a été signalée sous le nom de Desmond. J'ai hoché la tête, sentant une nouvelle poussée de colère. C'est lui. Huxley a marqué une pause, me regardant avec une expression étrange et calculatrice. Tu sais, a-t-il dit lentement, en baissant la voix. Je ne devrais probablement pas te dire ça, mais le nom a attiré mon attention quand j'ai sorti le dossier au bureau ce matin. Ton frère Desmond a un drapeau rouge plutôt massif à côté de son nom dans la base de données des revenus de la ville. J'ai froncé les sourcils, complètement confus. Un drapeau rouge pourquoi? Des impôts fonciers impayés, a répondu Huxley. Des montants massifs. La ville se prépare à placer un privilège fiscal lourd sur une propriété associée à ses dossiers financiers en ville. C'est grave. J'ai fixé l'inspecteur, mon cerveau luttant pour traiter l'information. Cela n'a absolument aucun sens, ai-je dit. Desmond ne possède aucune propriété. Il louait un appartement de luxe en centre-ville, et il vient d'être expulsé. Il ne possède pas de maison. Huxley a haussé les épaules, me tendant une copie de mon certificat d'inspection validé. Eh bien, quelqu'un possède une maison qui est liée à ses dettes, et le comté est sur le point de venir percevoir. Tu devrais peut-être te pencher là-dessus. Bonne journée, Kellen. J'ai regardé Huxley retourner à son camion, mon esprit tourbillonnant violemment. Desmond ne possédait pas d'immobilier. Il n'avait jamais acheté de maison de sa vie. Alors, comment pouvait-il avoir une dette fiscale immobilière massive? À moins que... La réalisation m'a frappé comme un train de marchandises. Mes parents possédaient une maison. Je me suis souvenu des 45 000 $ qu'ils avaient tirés de leur capital immobilier il y a des années, pour financer sa start-up ratée. L'avait-il refait? Jusqu'où la pourriture financière de ma famille allait-elle vraiment? Je suis rentré chez moi, me suis assis devant mon ordinateur, et j'ai immédiatement cherché un détective privé agréé dans ma région. J'en avais fini de me poser des questions. Il était temps de déterrer le trou noir. Merci beaucoup d'être resté avec l'histoire jusqu'ici. Si tu es profondément investi dans la façon dont cela se déroule, laisse un commentaire ci-dessous avec les mots exacts, toujours là. C'est un petit insigne d'honneur, montrant que tu es un vrai auditeur, et je vais personnellement aimer et répondre à chacun de ces commentaires. Maintenant, revenons à la vengeance. J'ai engagé un détective privé nommé Marcus, un détective à la retraite, spécialisé dans la découverte d'actifs financiers cachés et de dossiers de dette publique. Je lui ai versé des honoraires de retenue de 800 $, ce qui semblait une somme massive, mais je savais que j'avais besoin de preuves absolues et irréfutables. J'ai donné à Marcus les noms complets de mes parents, leur adresse et les informations de Desmond. Puis j'ai attendu 4 ou 5 jours agonisants. Je suis allé au travail, j'ai finalisé le bail avec mon nouveau locataire, et j'ai ignoré les messages textuels haineux occasionnels, qui continuaient d'arriver de tante Geneviève. Le lundi soir, une épaisse et lourde enveloppe cartonnée est arrivée sur mon porche, via un coursier privé. Je l'ai prise à l'intérieur, me suis assis à ma table de cuisine, et je me suis versé une bonne tasse de café noir. Mes mains étaient remarquablement stables, alors que je rompais le seau et sortais la pile de documents. Marcus avait fait un travail exceptionnel. Il avait obtenu des dépôts judiciaires, des avis de privilèges bancaires et des registres fiscaux municipaux. J'ai commencé à lire les sections surlignées, et à chaque page que je tournais, la façade riche et immaculée que ma famille avait projetée pendant des décennies se désintégrait complètement devant mes yeux. Mes parents n'étaient pas riches. Ils n'étaient même pas à l'aise. Ils se noyaient dans un trou noir financier catastrophique. Selon les registres, mes parents n'avaient pas seulement contracté un prêt sur valeur domiciliaire. Au cours des 4 dernières années, ils avaient contracté 3 prêts à intérêt élevé, des prêts sur gages immobiliers séparés, contre leur résidence principale. Ils avaient complètement vidé leur compte de retraite. Et où était allé tout cet argent? La piste papier menait directement à Desmond. Ils avaient remboursé la note de la voiture de luxe de Desmond quand il avait fait défaut. Ils avaient couvert ses dettes de cartes de crédit exorbitantes. Ils avaient injecté la somme ahurissante de 70 000 $ dans ces diverses entreprises commerciales ratées, essayant désespérément d'acheter le succès qu'ils croyaient que leur enfant prodige méritait. Mais le document le plus horrifiant se trouvait tout en bas de la pile. C'était un avis officiel de défaillance et d'intention de saisie immobilière, émis par une grande banque nationale,
adressée à mon père Orson et à ma mère Lenora. Ils perdaient leur maison. La banque avait engagé des procédures de saisie, parce qu'ils avaient manqué 5 paiements hypothécaires consécutifs. Je me suis appuyé sur ma chaise, l'air quittant mes poumons dans une longue et tremblante inspiration. Les pièces manquantes du puzzle se sont violemment emboîtées, créant une image si laide et manipulatrice qu'elle m'a donné la chair de poule. Quand mes parents sont arrivés à mon garage, exigeant que je laisse Desmond emménager, il ne s'agissait jamais seulement de l'aider à traverser une passe difficile temporaire. C'était une tactique de survie désespérée et calculée. Ils allaient être sans abri. Ils savaient que la banque prenait leur maison. Leur plan directeur était de forcer Desmond à emménager dans mon unité d'habitation accessoire, entièrement payée et magnifiquement rénovée, afin qu'il n'ait pas à s'inquiéter pour lui. Une fois l'enfant prodige logé en toute sécurité dans mon jardin, mes parents prévoyaient de vendre rapidement leur immense maison à perte, de cacher l'argent restant aux créanciers et, probablement, de supplier pour emménager dans ma maison principale. Ils voulaient voler mon actif de 135 000 $, pour l'utiliser comme unité de stockage gratuite pour leur fils préféré, pendant qu'ils coulaient activement leur propre navire. Une rage glaciale et profonde s'est installée dans mes os. Ils avaient menti à tout le monde. Ils m'avaient humilié, traité de monstre, et déchaîné la famille élargie pour me harceler. Desmond avait essayé de faire détruire légalement ma propriété par la ville. Et tout cela n'était qu'un écran de fumée, pour cacher leur propre ruine pathétique et auto-infligée. Je n'allais pas les laisser contrôler le récit une seconde de plus. J'ai rassemblé les documents, mon autorisation d'inspection municipale, et le rapport d'incident de police. J'ai tout numérisé en fichier numérique haute résolution, en masquant soigneusement les numéros de sécurité sociale, mais en laissant parfaitement visibles les noms, les montants massifs des dettes, et l'avis de saisie immobilière. J'ai ouvert Facebook. J'ai créé une nouvelle publication, en m'assurant que le paramètre de confidentialité était défini sur « Public ». J'ai tagué mon père, ma mère, Desmond, tante Geneviève, et chaque membre de la famille qui m'avait envoyé un message haineux. Je n'ai pas utilisé de langage émotionnel. Je n'ai pas crié ni déliré. J'ai laissé les chiffres froids et durs parler. J'ai joint la photo du rapport de police, documentant l'effraction. J'ai joint le certificat d'inspection municipale impeccable, détaillant l'appel téléphonique anonyme et malveillant de Desmond. Et enfin, j'ai téléchargé l'avis de saisie immobilière de la banque, et la trace stupéfiante de la dette de 70 000 $. Ma légende était courte et dévastatrice, ma famille a appelé mon garage une décharge infestée de rats, mais il s'avère que cette décharge était leur dernière bouée de sauvetage désespérée. J'ai été harcelé et traité de monstre, pour avoir refusé de laisser mon frère vivre gratuitement dans ma propriété. Voici la vérité qu'ils vous cachent à tous, mes parents font actuellement face à une saisie immobilière. Ils ont vidé toutes leurs économies et contracté des prêts à intérêt élevés, pour couvrir 70 000 $ des dettes de Desmond. Ils ont essayé de s'introduire chez moi pour l'y cacher, parce qu'ils sont sur le point de perdre leur propre maison. Je coupe tous les liens avec ces gens. La vérité est officiellement révélée. J'ai pris une dernière gorgée de mon café, déplacé la souris, et cliqué sur « Publier ». Je n'ai pas eu à attendre longtemps l'explosion. À l'ère des médias sociaux, les ragots voyagent à la vitesse de la lumière, surtout lorsqu'il s'agit de la chute spectaculaire d'une famille qui avait passé des décennies à regarder tout le monde de haut. Dans les 10 minutes qui ont suivi la publication, mon téléphone a commencé à vibrer violemment contre la table de la cuisine. Je me suis assis et j'ai regardé le compteur de notifications grimper. 5 commentaires, 15 commentaires, 40 commentaires. J'ai ouvert la publication et j'ai regardé l'illusion de la famille parfaite se briser en temps réel. Tante Geneviève a été la première à réagir, mais son ton avait complètement changé par rapport à ses précédentes attaques vertueuses. Elle a laissé un commentaire qui était de la pure panique non filtrée. « Lenora, qu'est-ce que c'est ?» a écrit Geneviève, en taguant ma mère. « Es-tu réellement en train de perdre la maison ? Tu es venu chez moi la semaine dernière, en pleurant à propos d'un problème de trésorerie temporaire, et je t'ai prêté 5 000 $ de mes économies. M'as-tu menti ?» Un autre cousin a renchéri juste en dessous d'elle. « Attendez, Desmond a appelé la ville pour essayer de faire démolir la maison de Kellen ? C'est un comportement profondément perturbant. » Un oncle a ajouté, « Orson, tu dois une explication à beaucoup de gens dans cette famille. Tu m'as dit que les affaires de Desmond étaient en plein essor. » Les singes volants, qui avaient été si désireux de me déchirer en se basant sur les mensonges de mes parents, tournaient soudainement leur énergie vicieuse directement vers les personnes qui les avaient trompés.
Il se heurtait à une réalité documentée indéniable, et l'indignation était magnifique. Mes parents avaient escroqué leurs propres frères et sœurs pour de l'argent afin de maintenir leur style de vie, et maintenant toute la lignée le savait. J'ai actualisé la page. Le nom de Desmond, que j'avais tagué dans la publication, s'est soudainement transformé en texte noir uni. Il avait désactivé tout son profil Facebook. L'enfant prodige, complètement dépouillé de son financement et de sa réputation fabriquée, avait choisi de fuir et de se cacher dans l'obscurité numérique, plutôt que d'affronter les conséquences. 20 minutes plus tard, mon téléphone portable a sonné. L'identification de l'appelant affichait le nom de mon père. Je l'ai laissé sonner 4 fois, savourant le pur désespoir que je savais rayonner de l'autre bout de la ligne, avant de finalement glisser pour répondre. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste tenu le téléphone à mon oreille et écouté la respiration lourde et haletante de l'autre côté. Kellen, a haleté mon père. Sa voix semblait fragile, creuse et soudainement incroyablement vieille. Elle était dépourvue de toute l'autorité retentissante qu'il avait utilisée pour me terroriser toute ma vie. Retire-le, s'il te plaît, mon fils. Je t'en supplie. Retire la publication tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine, observant l'extérieur élégant de mon garage rénové. Non, ai-je répondu simplement. Ta mère fait une crise sur le sol du salon, a-t-il plaidé, sa voix se brisant. Geneviève appelle tous les membres de la famille que nous avons. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Tout le monde sait qu'ils exigent leur argent. Nous ne l'avons pas, Kellen. Tu nous as humiliés. Tu as détruit cette famille à toi seul. J'ai ressenti un détachement froid et clinique. Je n'ai pas ressenti de pitié. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai juste ressenti un sentiment de clarté accablant. Je n'ai rien détruit, Orson, ai-je dit, utilisant délibérément son prénom pour rompre le lien paternel. J'ai juste allumé les lumières. J'ai ouvert la fenêtre, pour que tout le monde puisse sentir les ordures pourries que vous avez cachées dans votre salon. Vous avez détruit votre propre famille, la seconde où vous avez décidé d'hypothéquer votre avenir pour un fils qui refuse de travailler, et où vous avez ensuite essayé de voler le fils qui travaille réellement. Nous avons fait des erreurs, a-t-il sangloté, le son pathétique et discordant. Mais nous sommes du sang. Tu ne peux pas nous laisser affronter cela seul. Regardez-moi faire, ai-je dit. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. L'exécution numérique était impeccable. J'ai passé le reste de la soirée à lire les commentaires, tandis que la famille élargie déchiquetait méticuleusement la réputation de mes parents. Pendant 29 ans, j'avais porté le poids d'être l'échec inadéquat et égoïste de la famille. En un seul après-midi, j'avais légalement et socialement transféré ce lourd fardeau, directement aux personnes qui méritaient réellement de le porter. Mais je connaissais mes parents. L'exposition sur les médias sociaux les affecterait. Mais leur désespoir était un animal dangereux et imprévisible. La banque venait chercher leur maison. Ils n'avaient pas d'argent, pas de crédit, et plus d'amis à qui emprunter. Ils étaient acculés dans un coin terrifiant, et je savais qu'ils tenteraient une dernière manœuvre désespérée, pour essayer de s'assurer un abri avant que la saisie ne devienne définitive. J'avais juste à attendre qu'ils rampent vers moi, et quand ils le feraient, je leur porterais le coup final. La dernière manœuvre désespérée est arrivée 3 jours plus tard, sous la forme d'un email, le seul canal de communication que je n'avais pas encore bloqué. L'objet était vide. Le message à l'intérieur était bref et sentait la défaite totale. Kellen, s'il te plaît. La banque nous a donné l'avis final. Nous avons 2 semaines pour quitter la propriété. Nous n'avons nulle part où aller. S'il te plaît, rencontre-nous au Oak Street dîner demain à midi. Donne-nous juste 10 minutes de ton temps. Maman et papa. J'ai envisagé de l'ignorer. Je ne leur devais absolument rien. Mais le coordinateur logistique dans mon cerveau savait que laisser une faille dans une chaîne d'approvisionnement entraînait toujours une responsabilité future. Je devais établir une limite permanente et juridiquement contraignante. Je devais les regarder dans les yeux et fermer la porte pour toujours. Le lendemain à midi, je suis entré dans le Oak Street dîner. C'était un endroit bon marché et délabré où nous allions quand j'étais enfant, sentant la vieille graisse et le café éventé. Je les ai repérés, assis dans une banquette en vinyle fissuré, dans le coin arrière. Le contraste visuel entre les envahisseurs arrogants qui s'étaient tenus dans mon allée avec un pied de biche, et les 2 personnes assises dans cette banquette, était stupéfiant.
Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule semaine. Mon père était affalé, portant une chemise froissée, le visage mal rasé, et les yeux injectés de sang. Ma mère avait l'air frêle, ses cheveux en désordre, déchiquetant nerveusement une serviette en papier en minuscules morceaux. Desmond n'était pas avec eux. L'enfant prodige était introuvable, quand les véritables conséquences sont arrivées. Je me suis glissé dans la banquette, en face d'eux. Je n'ai rien commandé. J'ai juste croisé les mains sur le dessus de table collant et j'ai attendu. Ma mère a levé les yeux, ses yeux nageant de larmes fraîches. « Kellen » a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. « Merci d'être venu. »« Où est votre génial investisseur en start-up » ai-je demandé froidement. Mon père a grincé des dents, se frottant le front. « Desmond est parti » a-t-il marmonné. Quand la famille a découvert l'argent, tout le monde a commencé à exiger le remboursement. Il a fait ses valises et est parti de l'État. Il ne répond pas à nos appels. Il nous a juste abandonnés. L'ironie était assez dense pour s'y étouffer. Ils avaient sacrifié leur retraite, leur maison et leur relation avec moi pour le protéger. Et au moment où l'argent s'est tari, il a disparu dans la nature. Nous perdons la maison dans 14 jours, a sangloté ma mère, tendant la main sur la table pour essayer de saisir la mienne. J'ai retiré ma main, la gardant hors de sa portée. Kellen, nous n'avons aucune économie. Notre crédit est détruit. Personne ne nous louera d'appartement. Geneviève ne me parle même plus. Nous allons dormir dans notre voiture. Elle a marqué une pause, prenant une respiration haletante, se préparant à formuler la demande que je savais imminente. Je sais que nous avons dit des choses terribles sur ton garage, a-t-elle plaidé, les larmes coulant sur ses joues. Je sais que nous avions tort, mais s'il te plaît, Kellen, juste pour quelques mois. Peux-tu s'il te plaît laisser ton père et moi emménager dans l'unité accessoire? Nous ne te dérangerons pas. Nous dormirons par terre, juste le temps que nous trouvions une solution. J'ai fixé la femme qui m'avait mis au monde, la femme qui m'avait vu souffrir avec une jambe cassée et m'avait dit d'être indépendant. La femme qui avait essayé de voler ma propriété il y a tout juste une semaine. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti un document juridique plié. Je l'ai posé sur la table et je l'ai poussé vers mon père. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Orson, ses mains tremblant alors qu'il le ramassait. « C'est un ordre formel de cessation et d'abstention, rédigé par mon avocat, ai-je expliqué, ma voix parfaitement égale et dénuée de toute émotion. Il stipule que vous, Lenora, et Desmond, êtes légalement interdits de jamais mettre les pieds sur ma propriété, de contacter mon employeur, ou de tenter de communiquer avec moi à nouveau. Si vous le violez, je porterai immédiatement plainte pour harcèlement. » Ma mère a poussé un gémissement fort et pathétique. « Kellen, non. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes tes parents. Où sommes-nous censés aller? Vous m'avez dit que ce garage était une décharge infestée de rats, ai-je dit, me penchant en avant, mes yeux fixés sur les siens. Vous m'avez demandé si je pensais réellement que cela valait de l'argent. Eh bien, j'ai une réponse pour vous, oui, ça en vaut. J'ai signé un contrat de location hier matin. Un jeune professionnel de la technologie emménage dans l'unité ce week-end. Il a payé le premier mois, le dernier mois, et une caution, $1600 par mois. Mon père a fermé les yeux, une larme silencieuse s'échappant et roulant sur sa joue burinée. J'utilise cet argent pour acheter ma paix, ai-je continué. Vous avez fait vos choix. Vous avez choisi Desmond. Vous avez choisi de financer ses délires au lieu d'assurer votre propre avenir. Vous avez placé vos paris et vous avez tout perdu. Je ne suis pas votre plan de secours. Je ne suis pas votre bouc émissaire. Signez le document. Orson a fixé le papier pendant une longue et agonisante minute. Il a finalement réalisé que son autorité était complètement disparue. Il a fouillé dans la poche de sa chemise, a sorti un stylo en plastique bon marché, et a signé son nom sur la ligne pointillée. Il l'a poussé vers ma mère, qui a griffonné son nom en sanglotant de manière incontrôlable. J'ai pris le document, les plié et les remis dans ma veste. Je me suis levé de la banquette. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai tourné le dos aux décombres de ma famille et je suis sorti. Sortir du restaurant et pénétrer dans l'air frais de l'automne, c'était comme émerger d'un long tunnel suffocant. Les lourdes chaînes invisibles de la culpabilité et de l'obligation, qui m'avaient traîné pendant 29 ans, avaient finalement cédé. Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur,
et je suis retourné au sanctuaire que j'avais construit de mes propres mains. Ce week-end-là, mon nouveau locataire a emménagé. C'était un ingénieur logiciel discret et poli, qui aimait l'installation de maisons intelligentes et les comptoirs en quartz noir mat. Quand il m'a remis le chèque de banque pour les dépôts et le premier mois de loyer, j'ai regardé les chiffres imprimés sur le papier. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une validation. C'était la preuve mathématique indéniable que mon travail acharné, mes nuits tardives et mes sacrifices valaient quelque chose. Quelques jours plus tard, mon téléphone a vibré avec une notification de mon application bancaire. Le virement automatisé interbancaire avait été compensé. Les fonds étaient en sécurité sur mon compte d'épargne. Je me tenais sur mon porche arrière, buvant une tasse de café, regardant le soleil doré de l'après-midi se refléter sur les lucarnes de l'unité d'habitation accessoire. J'ai appris par la rumeur familiale que mes parents avaient été officiellement expulsés de leur immense maison de banlieue. La banque a pris les clés, et ils ont été contraints de déménager dans un motel délabré et exigu, à la périphérie lointaine de la ville, utilisant les derniers restes de leur chèque de sécurité sociale pour payer le tarif hebdomadaire. Desmond était toujours porté disparu, prétendument en train de faire du couchsurfing dans un autre état, évitant les huissiers et ignorant les messages vocaux désespérés de mes parents. Une petite partie de mon cerveau, lourdement conditionnée, la partie qui avait été entraînée depuis l'enfance à être le gardien de la famille, a chuchoté que je devais me sentir coupable. Elle a chuchoté que j'avais un appartement entièrement équipé dans mon jardin, et que mes parents âgés dormaient sur un matelas de motel bon marché. Mais alors que je prenais une gorgée de mon café et écoutais le bourdonnement tranquille du quartier, j'ai réalisé que je ne ressentais absolument aucune culpabilité. Je ne ressentais rien d'autre qu'un profond et vaste sentiment de paix. Les liens du sang ne donnent à personne un passe-droit pour abuser, manipuler et voler. Un nom de famille partagé ne signifie pas que tu dois te sacrifier pour garder les gens toxiques au chaud. Mes parents ne sont pas tombés dans la ruine à cause de la malchance ou d'une tragédie imprévisible. Ils ont délibérément conduit leur propre vie au bord du précipice, parce qu'ils étaient enivrés par leur propre favoritisme et leur fierté. Quand ils se sont écrasés, ils ont essayé de m'entraîner avec eux dans les décombres. J'ai simplement refusé d'être un dommage collatéral. J'avais bâti mon succès à partir de zéro, luttant contre les personnes même qui auraient dû m'encourager. J'avais gagné le droit de protéger ma forteresse. J'avais gagné le droit de profiter du silence. Mais alors que je me tiens ici aujourd'hui, financièrement en sécurité et enfin libéré du chaos, une pensée persistante me traverse parfois l'esprit quand je vois les lumières s'allumer dans ce garage de 135 000 $. Je vous laisse le soin de juger, jury d'Internet. Connaissant l'histoire d'abus financiers, le favoritisme flagrant, la tentative d'effraction dans ma maison avec un pied de biche, et l'effort malveillant pour faire détruire ma propriété par la ville, suis-je trop cruel d'avoir laissé mes propres parents sans abri? Alors qu'ils étaient au plus bas, ou ai-je simplement refusé de sombrer avec un navire qu'ils ont délibérément coulé? Si tu as déjà dû prendre une décision déchirante, pour te protéger des personnes qui t'ont élevé, je veux entendre ton histoire. Descends dans les commentaires et partage tes propres expériences, concernant l'établissement de limites avec les membres toxiques de ta famille. As-tu déjà fait face à un point de rupture similaire? Après avoir partagé tes pensées, soutiens, en cliquant sur le bouton « J'aime » et en t'abonnant à la chaîne, afin que nous puissions continuer à te présenter ces histoires brutes et authentiques de reprise de contrôle. Reste fort, protège ta paix, et n'oublie pas que ton succès n'appartient qu'à toi seul.